Worcestershire, le 4 août 1265. Je crois à mon étoile, qui est bonne. Mais par les plaines marneuses, j'accompagne mon prince, qui aime son archer comme sa plus belle bête de chasse. Je vais également sous les fatigues d'une progression sans trêve. Et j'ai déjà vu combien les choses de la terre aussi peuvent influencer mon œil et ma flèche. Nous sommes presque 20 000 hommes à avancer par une lune humide qui, tels des loups, combattons des chiens. J'ai commencé ma vie sur les plaines de la Garonne violente au Grand Saule, où Toulouse a fleuri et se fane. Toulouse, qu'encore imberbe, mais avec ma boîte à cordes, j'ai quitté pour les environs de Langres, qui est sur le contrefort d'un plateau. En dépit des affirmations de feu mes pères et mères, je ne m'y ai pas trouvé la moindre parenté vivante, mais des larges hauteurs, un fleuve naissait, dont j'ai couru les eaux réelles jusqu'aux 2 îles de Paris. Et j'imagine aujourd'hui mes parents tristes, une fois perdus et dépossédés, s'entendre sur un artifice qui me poussa du côté des vainqueurs, loin au nord de terre trop enviée et toute creusée de tombes. Reste que j'ai dû trouver alors à chanter autre chose en moi-même. J'étais allé chercher un pressant asile auprès de mon ami sous la petite chape tranquille de son école jacobine, lequel m'offrit davantage que cela, et plus encore que de m'acheter un moyen de prendre et de passer la mer sans encombre. Pour son malheur, il s'embarquerait avec moi. Mon premier lieu de salut, si je me rangeais à son avis, ce serait les collèges d'Oxford, puisqu'enfin, m'étant enfui de Paris comme tant d'étudiants avant moi, je n'y semblerais qu'un réfugié de plus. Or, en raison de mes véritables histoires parisiennes, l'ami ne me laisserait plus seul, aux prises avec mes passions, d'autant que ses éternelles études pouvaient le conduire partout où son ordre prêchait. Assez loin au nord-ouest, nous montâmes sur quelques navires de commerce attendus à Londres, lui de jour, moi de nuit, et nous naviguâmes au milieu des marchandises et des denrées périssables. Le matin du voyage, il m'avait déjà remis à la grammaire. J'avais relu des lignes et des lignes du livre, mais dans la mesure où je pouvais suivre tant d'horizons entre des murs battus de vagues. J'abomine la mer. Il est impossible de la franchir sans berceau ni béquille, ou sans ce souffle qui n'est pas de nous. Les plumes de mes flèches n'attendent elles-mêmes aucun vent. Des cordes n'attachent pas ces voiles-là, mais une seule projette son mât à bon port. Les eaux bruyantes et salées, trop nombreuses. N'étant ainsi qu'aux portes de l'Angleterre, je devais chercher à nouveau les directions du nord et du couchant. Comme du même coup, à prendre l'intérieur du pays, je m'éloignerais des vents larges et des marées. Je m'y trouvais incité de toutes les manières. Le spectacle des fleuves m'était supportable encore, par mon lieu de naissance, et parce qu'aussi ils orientent au lieu d'enivrer, et je sus que celui de Londres coule au moins d'Oxford, quoiqu'ici par le pire chemin de serpent. Me vint alors l'idée de contourner. C'est du temps de ces bois que date ma rencontre avec Lord Edward. Entré dans la fureur de savoir jusqu'où mes dons atteindraient, à quelle perfection surnaturelle, mes amis lâchaient maintenant une armée de faucons, d'un seul coup, sur un véritable peuple de gibier. Ceux-ci étaient libérés de cages où, en prévision de cette épreuve excessive, on les avait placés ou capturés. Se dégageait ainsi de tous bords un mélange effrayé de proies sauvages et domestiques, à poil et à plumes, dont les grands coqs de combat. La gageure qu'on me faisait maintenant soutenir consistait à transpercer chacune avant qu'elle fût empoignée par son rapide assaillant. La chose, et j'ai la mémoire des actions, n'était pas allée toute seule et sans difficulté. Un arc ne lâchera jamais qu'un seul coup après l'autre, et certains arbres trop proches me cachèrent un peu la forêt. Mais avec la meilleure des chances, du côté de mes forces, et quelques bouchées doubles avec des cibles qui croisaient leur course, je n'avais réussi que trop bien. La dernière des bêtes dardées par mes soins n'avait pas été la moindre.
plutôt un lièvre pourchassé par un étrange et puissant oiseau qu'à la surprise générale gouvernait un cavalier. Un bouquet de jeunes. À partir de cette rencontre, Lord Edward n'avait plus choisi de chasser avec son rapace, mais avec son archer. Il n'avait jamais eu meilleure arme, et moi, pareille amitié. Or, les choses ne tiennent guère en place, il me semble, si je ne les fixe moi-même entre elles. Ma fortune, du moment qu'il ne s'agit pas de mes flèches, tourne à tout vent. Dès Oxford, par quelqu'un de la cathédrale, nous apprîmes que Londres, à laquelle Lord Edward n'avait projeté de rentrer que par étapes de chasse, comme à son habitude, commençait à bouger sous le remuement des comtés rebelles. Déjà faible. Lord Edward et les troupes royales avaient eu le dessous en peu d'heures à Lewis, perdu courage et bataille au pied des collines crayeuses. Lui et son père, capturés et prisonniers des vassaux parjures, de Montfort avait pris la tête d'une Angleterre découronnée. La captivité du prince l'avait empêché d'agir, non de former ni de mûrir des projets extraordinaires, ceux de son évasion et de son ralliement, mais un troisième aussi, qu'il me dévoila sur le tard, quand l'ensoleillement du pays se couchait au loin, sur la ligne des troupes que Gloucester et les seigneurs des Marches finirent par rassembler. Lord Edward me ferait passer de la chasse à la guerre. C'est par force, néanmoins, que j'eus mon arme galloise. Elle ne m'attendait pas sur une branche, comme si les grands arcs poussaient dans les arbres de ce pays, les longues flèches dans ses herbages. Je dus arracher ces choses au vieil armurier d'une espèce de bourgade abandonnée sur la première hauteur de la Wye galloise, presque trop bien en vue de son cours anglais. Le château des Parages était si lointain, sur la seconde hauteur, qu'alors une lune entière parvint à peine à m'en découper une tour au passage dans un œil des brumes. Lorsqu'à l'aube, je reparus du côté de l'Angleterre avec mon trésor, des soldats en patrouille me prirent pour un traînard, partant rejoindre le gros des archers de Montfort. Je me laissai tout bonnement arrêter, croyant saisir l'occasion d'arriver quand même à Lord Edward. Je ne fus pas amené à lui. J'étais tombé sur des hommes des rangs de Gloucester, lesquels préférèrent me montrer à leur chef. Entre-temps, à chaque fois que leurs yeux plissés de rire avaient interrogé ma laideur, j'avais craint d'être d'abord exhibé comme un singe au long des troupes cantonnées, pour qu'elles-mêmes se divertissent à me voir et à tirer sur mes chaînes. Le prince devait avoir vaguement informé. Les jours d'après passèrent comme devant le temps. À sa course, il montra un nouveau chemin, plus rapide encore, et comme nous, les événements galopèrent au-delà des augures. L'immense chien de Montfort, que nous attendions d'un pied si ferme, trouva moyen de nous surprendre en allant assaillir nos châteaux d'Usk et de Monmouth, juste un peu trop loin de nous, après la frontière, et soudainement indéfendable.
les brumes amies de Kenilworth ressurgiront au-dessus d'Evesham en un prodigieux orage qui bouchera le ciel et troublera les yeux impatients. Simon de Montfort prendra facilement notre colonne déguisée pour les renforts qu'il cherche avec trop de fièvre. Quand il aura compris la ruse de Lord Edward et tout ce qu'elle voudra dire, Gloucester et les seigneurs nous accotant au loin dans l'aube noire lui presseront déjà les flancs. Écrasé de menaces, il tentera une sortie d'Evesham en fonçant droit devant lui, la gueule ouverte et les crocs agités. L'assaut enragé du chien repoussera sans doute un peu la tête du grand oiseau rampant que nous